Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 débats. C'est l'heure donc de notre débat Guerre en Europe, le grand déni. Le conflit en Ukraine bouscule le vieux continent qui s'est longtemps cru épargné et à l'abri des conflits. Le temps de la paix est-il pour autant révolu? On en parle avec Bertrand Madi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Professeur émérite à Sciences Po, spécialiste des questions internationales. Votre nouveau livre a pour titre Par-delà la puissance et la guerre, la mystérieuse énergie sociale, édition Odile Jacob. Stéphane Audouin-Rousseau, bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir. Vous êtes historien, directeur d'études émérite à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, spécialiste de la Première Guerre mondiale, que l'on appelle aussi la Grande Guerre, et auteur du livre Notre déni de guerre au seuil. Il n'y a pas de point d'interrogation, contrairement à notre titre, c'est dans la collection Libelle au seuil donc. Stéphane Audouin-Rousseau, l'OTAN alerte aujourd'hui même sur le fait qu'un conflit avec la Russie pourrait éclater d'ici 2028. Il faut se préparer à la guerre, dit l'Alliance Atlantique. L'Europe parle elle aussi de risque de guerre, elle se réarme, elle parle de défense. Pourquoi nous dites-vous qu'il y a un déni de guerre? Parce qu'il me semble que, évidemment, si l'on regarde effectivement les propos des décideurs politiques, décideurs militaires, chefs d'état-major, renseignements, etc., on voit bien que depuis l'automne en particulier, il y a un discours assez homogène d'ailleurs se tient pour dire qu'il y a des risques de confrontation entre l'OTAN et la Russie à échelle de 5 ans, et progressivement d'ailleurs j'observe que le délai se raccourcit. On en est plutôt à 2-3 ans, et donc ce qui n'est pas évidemment sans nous inquiéter tous. La question, c'est savoir comment, au fond, cette inquiétude nouvelle de ceux qui ont quelques sources d'informations que personnellement je n'ai pas et que nous n'avons pas généralement, et qui ont des décisions très lourdes éventuellement à prendre, est-ce que ces propos infusent en profondeur dans les opinions publiques, notamment dans les opinions publiques des pays d'Europe occidentale, beaucoup moins inquiets par rapport aux pays baltes, par rapport aux pays baltes, à la Pologne, aux pays d'Europe orientale, qui depuis longtemps sont dans une logique différente. Il me semble que la manière dont nous avons envisagé cette guerre d'Ukraine avant qu'elle n'éclate le 24 février 2022 et la manière dont nous l'envisageons ensuite depuis 4 ans montre que, en tant que citoyens, qu'acteurs sociaux, nous n'avons pas complètement abandonné. Et on va voir le temps de paix. Le temps de paix. Et on va voir dans quelques instants ce qu'en pensent les Européens. Bertrand Madi, êtes-vous d'accord avec l'analyse de Stéphane Audouin-Rousseau, qui dit d'ailleurs, je parle sous votre contrôle en lisant votre livre qui est bref, percutant, qui dit qu'en fait pendant longtemps les Européens ont cru qu'ils n'avaient pas d'ennemis en face d'eux, mais qu'ils avaient oublié que l'ennemi pouvait les désigner. En l'occurrence, l'ennemi c'est la Russie. Êtes-vous d'accord ? Alors, bien sûr, je suis d'accord, et ce déni est un phénomène sociologique qui est intéressant à creuser, et Stéphane Audouin-Rousseau l'a fait magnifiquement. Le problème et la difficulté, peut-être le brouillard que nous traversons actuellement, tient au fait que les données mêmes de la guerre se sont profondément transformées. Vous savez, déjà, l'histoire n'offre que des allers simples, jamais des allers-retours. Et ce qui s'est produit à partir de 1945, et que je développe dans mon livre, c'est 3 traumatismes successifs qui expliquent ce déni. Le premier traumatisme, c'est que la guerre a profondément changé de nature. Elle a profondément changé de nature. Autrefois, la guerre renvoyée à une confrontation de puissance. Point. Ce que j'essaye de montrer, c'est qu'il y a eu une appropriation sociale des relations internationales, et la guerre a totalement changé de configuration, à tel point d'ailleurs qu'on se lance dans des aventures sémantiques périlleuses, de parler de guerre économique, de guerre commerciale, de guerre de propagande, etc. Et tout ceci introduit la confusion dans l'esprit des individus, de la population, ce qui explique pourquoi, effectivement, l'idée simple de guerre s'est quelque peu décomposée. Il y a un deuxième élément, c'est que la guerre est devenue en grande partie irrationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la guerre, comme nous l'expliquait Clausewitz, son grand stratège, c'était la réalisation d'objectifs politiques qui étaient possibles
quand, dans la bataille décisive, je cite toujours Clausewitz, le vainqueur écrasait, terrassait l'ennemi. C'est sa formule, terrasser l'ennemi. Aujourd'hui, et depuis 1945, les études du PRIO, le Peace Research Institute of Oslo, nous dit mais la plupart des guerres, ça se termine par des matchs nuls. Donc on ne sait plus très bien ce que victoire veut dire et à quelle utilité la guerre peut servir. Alors là, c'est intéressant parce que ce que vous dites aussi dans votre livre, c'est que le déni, c'est pas seulement le déni de la guerre, c'est le déni de quoi? De refuser de reconnaître que l'Ukraine a perdu. Vous dites que l'Ukraine a perdu la guerre, c'est une défaite. J'ai toujours été un partisan, un grand partisan de l'Ukraine. Et je ne voudrais pas que mes propos soient de ce point de vue mal interprétés, mais la guerre, et Bertrand Badi, je pense, sera d'accord avec moi, c'est pas une question de morale, c'est une question malheureusement de rapport de force. Et le rapport de force, et je crois, a basculé nettement du côté de la Russie. Le Kremlin affirme aujourd'hui que son offensive en Ukraine se poursuivra tant que Kiev n'acceptera pas ces conditions. C'est parfaitement clair. Malheureusement, quand l'Ukraine, il me semble, et l'avenir nous le dira, mais il me semble que quand l'Ukraine a finalement échoué dans sa contre-offensive du printemps et de l'été 2023, l'Ukraine à ce moment-là a perdu la guerre en ce sens qu'elle n'a plus été en mesure d'espérer pouvoir reconquérir les 20% perdus de son territoire. Qu'est-ce que ça change de prendre conscience que l'Ukraine a perdu Ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses, à mon avis. C'est que, d'abord, je voudrais dire que ça ne veut pas dire que stratégiquement la Russie a gagné la guerre. Le prix de la guerre acquitté par la Russie est tel que la sortie de guerre sera sans doute effroyable. Mais ce que ça change, c'est que ça change ce que nous pouvons penser de ce que nous avons fait en tant qu'Européens. Dans quelle mesure nous sommes responsables finalement d'une défaite ukrainienne que je crains inévitable. Dans quelle mesure sommes-nous responsables de cela? Moi, je pense que nous en sommes, nous, Européens, étroitement responsables. Là, je suis en amical désaccord avec Stéphane Oudouin-Houzeau, parce que je suis clausewitzien, c'est-à-dire jouons la carte de la guerre classique de manière totale. Donc pour vous, l'Ukraine n'a pas perdu? Il y a victoire lorsqu'on a terrasser l'ennemi et que l'on a réalisé les objectifs politiques qu'on s'était fixés. Rappelez-vous, 24 février 2022, on nous annonce une opération militaire spéciale ayant pour but de dénazifier l'Ukraine. La formule était ridicule, même obscène d'un certain point de vue, mais elle avait cette clarté qui consistait à dire qu'il fallait abattre le système politique ukrainien. Or, le système politique est là et l'armée ukrainienne est là. Alors, attendez, oui, absolument, mais au bout de 4 ans, la troisième armée du monde n'a pu contrôler que 18% du territoire ukrainien, et comme vous dites, le système est toujours là. C'est la taille du Portugal, c'est la taille du Portugal, les 18%. Et oui, ce sont les objectifs. Exactement. Et c'était déjà en grande partie contrôlé par les milices pro-russes. Mais surtout, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a eu quelque chose qu'un dictateur ne peut pas comprendre, c'est-à-dire une formidable énergie sociale. C'est ça que j'appelle. Eh bien, tout à l'heure, je vous demanderai. Je suis complètement d'accord avec vous. Après, on écoute Bertrand Badi. Il y a effectivement, l'Ukraine s'est battue magnifiquement, elle continue de se battre magnifiquement, et la Russie a perdu stratégiquement la guerre compte tenu de ce qu'étaient ses objectifs. Ça ne veut pas dire que si l'Ukraine doit encaisser, si je puis dire, la perte de 20% de ce territoire, ça me paraît difficile de dire que l'Ukraine a gagné la guerre. Alors, je vous propose d'écouter... Mais malheureusement, on est, à mon avis, pas loin d'en être là. Kaja Kallas, chef de la politique étrangère de l'Union européenne, et Andrius Kubilius, ex-premier ministre lituanien, en charge actuellement de la défense au sein de la Commission européenne, s'exprimait il y a quelques mois. Écoutez. L'ordre international subit des changements d'une magnitude jamais vue depuis 1945. C'est un moment crucial pour la sécurité européenne. C'est un moment crucial pour l'action. 450 millions de citoyens de l'Union européenne ne devraient pas être dépendants de 340 millions d'Américains pour se défendre contre 140 millions de Russes qui ne peuvent pas vaincre 38 millions d'Ukrainiens. Nous pouvons vraiment faire mieux. Voilà, une réaction, messieurs, assez courte sur ces propos-là. Pardonnez-moi d'insister, mais c'est vrai qu'on a le sentiment que là, on n'est pas du tout dans le déni, en fait, mais dans la prise de conscience. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, ce déni se concrétise à vos yeux? C'est le fait que, en fait, même si vous dites que l'Ukraine a perdu, aucune armée européenne n'aurait tenu de la sorte face à la Russie. C'est un point, c'est quoi? C'est politiquement, c'est militairement? C'est, à mon avis, à la fois politique et militaire.
il me semble que, effectivement, actuellement, sans la garantie américaine, sans le commandement américain des armées de l'OTAN, les armées européennes sont dans une forme d'impuissance face à la Russie. Elles le savent très bien, d'ailleurs. Et Mark Rutte l'a dit de manière extrêmement brutale et frontale récemment. Je veux dire que ce calcul sur les millions d'habitants, ça me fait penser, me paraît assez sommaire, je veux dire. Tout dépend de ce que les millions d'habitants qui sont mis là, les uns en face des autres, sont prêts à faire et sont prêts à accepter en termes d'épreuves de souffrance de guerre. En soi, les quantités d'habitants, je ne vois pas très bien quelle est la pertinence de l'argument. Un mot sur ça, Bertrand Badi. On va voir Paul Germain, notre correspondant à Bruxelles. Oui, il y a deux éléments. D'abord, je crois que l'Europe n'a pas su voir venir la péremption du modèle d'alliance. Le modèle d'alliance n'est pas le seul comportement rationnel dans le jeu international qui, depuis la chute du mur, a acquis une fluidité telle qu'il faut savoir s'adapter à cette pluralité de partenaires pour réaliser un équilibre. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, comment peut-on parler de défense commune dès lors qu'il n'y a pas de politique étrangère commune ? Exactement. Et la défense, c'est l'instrument d'une politique étrangère. Si vous voulez manipuler l'instrument dans 36 directions en même temps, évidemment, ça ne marche pas. Il faut comprendre que nous sommes dans une histoire longue, alors j'ose dire ça devant Stéphane qui connaît beaucoup mieux, qui est celle de l'ADN européen, qui est la compétition généralisée. Et plus on fait l'Europe, plus le principal projet, c'est d'avoir le leadership de l'Europe, qui l'Allemagne, qui la France, qui la Grande-Bretagne du temps où elle en était, etc. En tout cas, la guerre en Ukraine est devenue un vrai sujet d'inquiétude pour les citoyens européens. C'est ce qui ressort d'une grande enquête Eurobaromètre rendue publique aujourd'hui. Près de 30 000 citoyens ont été interrogés en tête-à-tête. Paul Germain est en direct de Bruxelles pour TV5 Monde. Paul, racontez-nous au juste ce que dit cette étude. Eh bien, effectivement, il y a une grosse inquiétude, Mohamed. C'est ce que révèle ce sondage qui ressemble à une grande psychanalyse collective. Il y a un sentiment d'inquiétude qui envahit les citoyens européens et ils attendent que l'Europe en fasse davantage en matière de sécurité, ce que beaucoup de dirigeants européens interprètent déjà comme un feu vert à une augmentation des budgets pour la défense. Alors, vous allez me dire que cette inquiétude des citoyens n'est pas vraiment une surprise. Elle est liée à cette guerre en Ukraine qui n'en finit pas, une guerre que 80% des citoyens considèrent comme une menace directe pour la sécurité de l'Union européenne. Et les Européens ne sont pas seulement inquiets, ils sont aussi majoritairement pessimistes. Bon, peut-être que là, il y a aussi un effet Trump qui alimente le pessimisme des Européens sur l'avenir du monde. Alors, en résumé, une majorité de citoyens européens, près de 90%, c'est beaucoup, réclament une Europe plus unie, plus forte face aux menaces extérieures. Mais il y a un paradoxe, parce que lorsqu'on pose la question « Faites-vous confiance à l'Europe ?», il n'y a qu'un citoyen sur deux qui répond positivement, avec des disparités. Il y a un taux de confiance de 70% en Suède contre 33% en Tchéquie. La France est aussi dans le bas du tableau, avec à peine un peu plus de 40% des citoyens qui se disent confiants en l'Europe. Cela dit, le taux de confiance des Français dans leurs institutions nationales est encore plus faible. L'Europe peut donc se rassurer. Voilà pour ce point complet. Merci Paul. Paul Germain en direct de Bruxelles pour TV. Stéphane Audouin-Rousseau, vous voyez réagir à ce sondage ? Il est passionnant ce sondage et je serais tenté de dire une inquiétude européenne, tant mieux. Tant mieux. Il était temps que les Européens se montrent inquiets et non pas... et quitte une forme d'insouciance, une forme d'aveuglement, de refus de voir, comme disait Peggy, de refus de voir ce que l'on voit. Je crois qu'il était temps d'en sortir. Les Européens ne veulent pas voir que le temps de la paix est révolu. À mon avis, cette question du temps est essentielle. C'est-à-dire, le temps n'est pas unique.
des temps, subjectivement, si vous voulez, des temps se superposent et se succèdent. Nous avons vécu, effectivement, comme disait Norbert Elias, le sociologue allemand, donc nous avons vécu dans des sociétés à haut niveau de pacification et il nous faut probablement abandonner cette certitude d'une paix définitive en Europe que nous croyons acquise, notamment depuis l'effondrement de l'URSS, du pacte de Varsovie, entre 89 et 91. Et nous avions, à mon avis, nous avons pensé, très sincèrement, il y a une beauté dans cette illusion, que nous atteignions une forme de parousie, je prends un vocabulaire religieux très éventuellement, de la croyance que nous avions éradiqué en Europe, sur le territoire européen qui avait connu tant de guerres, nous avions éradiqué la guerre, selon... voilà, nous avions tué, en quelque sorte, la guerre, ce qui était une très vieille aspiration des sociétés. D'ailleurs, on entendait beaucoup au début... Ceci est terminé. Ouais, et ça fait quasiment 4 ans, on entendait beaucoup au début de l'invasion russe de l'Ukraine. L'Europe n'est pas en guerre, mais la guerre est en Europe, c'est ce qu'on entendait dire, au sens géographique du terme. Bertrand Badi, après, on ne va pas se mentir non plus, cette étude est intéressante, mais vous l'avez sans doute entendu, tout le monde l'entend autour de soi ou autre, de dire, attendez, soyons raisonnables, l'avenir, Poutine ne va pas attaquer le Portugal, l'Espagne, la France. En revanche, effectivement, beaucoup de citoyens européens reconnaissent que c'est plus compliqué pour les États baltes, pour la Pologne, pour les voisins de la Russie. C'est ça aussi où l'on retrouve cette dichotomie entre les deux. Sachant qu'il y a plusieurs niveaux de complications. Bon, il y a celle que vous désignez qui vient spontanément à l'esprit parce qu'on est encore obsédé par la géopolitique. C'est-à-dire, on dit, bah oui, on regarde la carte, les pays baltes, je comprends qu'il y ait peur, etc. La géopolitique ne commande plus les relations internationales aujourd'hui. C'est-à-dire, ce qui m'effraie, c'est 2 choses en réalité. C'est d'abord que... au-delà de ce déni tout à fait juste de la guerre, il n'y a pas cet effort de comprendre à quoi pourrait ressembler l'usage de la violence dans un contexte qui est le nôtre aujourd'hui. On comprend très bien, par exemple, l'importance que pourrait revêtir une cyberattaque. Vous savez, la cyberattaque, c'est pas sympathique. Si elle vient complètement ruiner votre système hospitalier, votre système de communication, votre système de transport, ça fait des morts. Elle peut être aussi létale. Voilà, exactement. Donc, ouais. ce n'est pas un côté sympathique que je suis en train de dévoiler, mais c'est un côté obscur. C'est-à-dire, est-ce que la population est préparée culturellement à affronter... Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous parlez d'un déni d'atrocité. Les Européens ont un déni d'atrocité s'agissant de l'Ukraine, par exemple. Dans le cas de l'Ukraine, je pense aux atrocités de Boutcha. Je dis juste un mot pour redonner la parole à Bertrand Badi. Il me semble que notre indignation européenne face aux atrocités de Boutcha était très saine, très légitime, absolument indispensable. Heureusement qu'elle s'est manifestée. Mais nous avons été surpris, nous n'aurions pas dû être surpris. La guerre moderne, la pointe de la guerre moderne se dirige toujours vers les populations désarmées. On parlait des viols notamment. Il était invraisemblable que les troupes russes se comportent différemment. C'est là que je vois comment nous avons quitté une connaissance approfondie de ce que j'appelle le réel de la guerre. Il y a d'autres risques aussi. L'ingérence dans les mécanismes électoraux peut être absolument désastreuse et aller jusqu'à remettre en cause le contrat social. C'est très très important. Et ma deuxième crainte que je voudrais dire, parce l'une ne va pas sans l'autre, c'est le déni de la paix. C'est-à-dire que effectivement, il y a un début de réveil dans nos chancelleries pour dire qu'il faut se préparer à la guerre, augmenter le budget de défense, nanana. Mais y a-t-il un plan de paix européen ? C'est-à-dire définir ce que pourrait être la paix. On en avait une idée. Alors, c'est là que le modèle s'inverse. Pendant la guerre froide, lorsqu'on a fait Helsinki, 1975, la sécurité en Europe. Entre-temps, l'Europe a complètement changé, on n'a pas changé Helsinki. Est-ce qu'un plan de paix, ce ne serait pas un Helsinki 2 ? Est-ce que ce ne serait pas essayer d'imaginer, je suis d'accord qu'il faut imaginer ce qu'est la guerre au XXIe siècle, mais j'aimerais bien que aussi on envisage ce que peut être la paix au XXIe siècle. Alors là, vous n'avez rien, mais pas une ligne, d'aucun gouvernement, d'aucune institution. Un mot pour conclure à tous les deux. Je crois que nous partageons, Bertrand Badi et moi, une forme d'inquiétude. Une forme d'inquiétude. Je crois que cette inquiétude, elle est saine. Quand on est inquiet pour une situation internationale, eh bien, on vous dit, arrêtez de jouer les Cassandres, etc. Il faut rappeler seulement une chose, c'est que Cassandre, dans la mythologie, avait raison.
Dernier mot pareil, 30 secondes, Oui, équité, bien, équité. moi je reprendrai le mot de Stéphane sur le déni. Je pense qu'il y a non seulement un déni de guerre, un déni de paix, mais il y a un déni de notre monde. Et l'Europe est en train de périr par son déni de la mondialisation, de la mondialité, de savoir regarder le monde. L'Europe, pendant des siècles, n'avait pas besoin de regarder le monde, il lui suffisait de se regarder elle-même pour comprendre tout. Maintenant, pour comprendre même la plus petite chose, il faut regarder le monde dans son entier. Elle ne sait pas le faire, c'est pour ça qu'elle ne sait voir ni la guerre ni la paix. Merci beaucoup à tous les deux pour vos éclairages respectifs passionnants et nous avoir donné des clés de réflexion. Bertrand Badi, Stéphane Audouin-Rouzot, merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau.